Alors, je vais commencer par vous présenter l'Association végétarienne de France qui organise cette conférence. Notre association, c'est une association qui a un quart de siècle aujourd'hui et sa mission historique, c'est d'informer, de sensibiliser et d'accompagner toute la société vers un autre modèle alimentaire, un modèle plus végétal, pour des raisons qui sont à la fois des raisons éthiques, bien évidemment, des raisons écologiques, des raisons de santé publique, des raisons de laïcité, parce que les menus végétariens, végétaliens, c'est des menus qui conviennent à tous. Donc, on a une association qui mène des actions à la fois en direction du grand public. Donc, on essaie d'avoir un travail rigoureux d'information du grand public. La semaine dernière, par exemple, on a proposé une conférence qui était donnée par deux médecins généralistes de l'Association végétarienne de France. Donc, on essaie vraiment de faire un travail qui soit sérieux, qui soit solide, à la fois en direction du grand public, mais aussi en direction des institutions. Par exemple, en ce moment, l'AVF fait partie du CNRC, qui est un comité qui va déterminer ce qui sera servi dans les cantines scolaires dans le cadre de la loi sur les menus végétariens. Il y a vraiment un besoin d'informations solides sur ce sujet. Et puisque tous les lobbies habituels de la viande, comme par exemple Interbev, font partie de ces comités, bah, c'est important que l'AVF soit présente justement pour donner un autre son de cloche. Euh, pour informer le grand public, on diffuse un magazine qui s'appelle Virage. C'est un magazine trimestriel qui est vraiment un magazine d'information sur la transition alimentaire. Donc on parle d'écologie, on parle de santé, on parle de philosophie, on parle de toutes les actualités de la planète végétarienne et végane. Le prochain numéro qui va bientôt sortir, c'est un numéro sur les anti-véganes. Donc on essaie de décrypter ce phénomène qui est l'anti-véganisme, on essaie de lui apporter des réponses, on essaie de l'analyser. On a par exemple des articles de Thomas Lepelletier dans ce dossier spécial, donc on vous invite à le découvrir si ça vous intéresse. Je vois qu'il y a des personnes qui nous disent qu'elles sont abonnées à la revue Virage, très bien. Sarah, ma collègue, va vous mettre le lien si vous souhaitez découvrir la revue Virage. Voilà, alors les actions de l'association, c'est aussi des actions en direction des entreprises. On est assez convaincu que si on veut que la société change, il faut qu'on ait une offre végétarienne et végane qui soit à la hauteur. Et par exemple, quand vous prenez le TGV aujourd'hui, eh bien, vous avez des menus végétariens et véganes. C'est une offre qu'on a développée en lien avec la SNCF. Voilà, c'est grâce au travail qu'on a mené avec la SNCF que vous pouvez aujourd'hui avoir des produits qui sont vraiment authentifiés comme vegan dans le TGV et manger vegan. On distribue le V-Label, qui est un label européen qui certifie que les produits sont bien végétariens ou vegan. Donc ça vous permet, quand vous faites vos courses, d'être sûr de ce que vous mangez. Et puis, bien évidemment, à travers cette labellisation, on accompagne les entreprises. On les conseille pour qu'elles développent des produits qui sont bons, qui sont équilibrés, qui sont agréables et qui vont permettre le plus grand nombre de manger végétal le plus souvent possible. On a aussi toute une action en direction des acteurs politiques et ça nous semble extrêmement important. Aujourd'hui, si on a un modèle alimentaire qui est très carné en France, c'est parce qu'on a des politiques qui vont dans ce sens-là, des politiques économiques, des politiques fiscales, des politiques de santé, des politiques éducatives. Donc on essaie vraiment à chaque fois, par exemple, qu'il y a des élections, de proposer des mesures pour que les personnes politiques puissent se saisir de ces mesures. Donc par exemple, pour les élections municipales, on a sollicité toutes les listes candidates dans les 20 plus grosses villes de France pour leur demander de s'engager pour des menus végétariens quotidiens dans les cantines scolaires. On a un site qui s'appelle VG Politique où on a recensé tous les positionnements de ces listes et on s'est rendu compte que créer ce dialogue, ça encourageait beaucoup d'acteurs politiques à s'engager pour des menus végétariens. Et notre dernier domaine d'action, c'est le domaine des cantines scolaires. Les cantines scolaires, c'est vraiment un levier assez formidable pour changer l'alimentation en France, puisque les cantines, enfin, la restauration collective non commerciale, c'est 4 milliards de repas par an. Donc vous imaginez bien qu'à chaque fois qu'on peut faire avancer les menus végétariens, ne serait-ce que d'avoir 10% de menus végétariens servis dans la restauration collective, ce sont vraiment des millions d'animaux qui peuvent être sauvés chaque année. Ce sont de grandes quantités d'émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être économisées. Donc c'est vraiment un levier tout à fait important. Donc là, l'AVF est très mobilisée aussi. Elle a été mobilisée pour faire changer la loi qui a changé au 1er novembre dernier. Et puis on distribue aussi tout un dispositif d'information sur un site qui s'appelle VG Cantine et on aide vraiment
les gestionnaires de cantines, les cuisiniers, les responsables d'institutions à évoluer vers des menus végétariens. Alors, l'AVF compte aujourd'hui à peu près 4000 adhérents. Ce n'est pas assez quand on sait qu'il y a à peu près 2 millions de végétariens et de végétariennes en France. On vous invite vraiment à nous soutenir. On a vraiment besoin de votre soutien. On a toute une équipe. On a un certain nombre de personnes bénévoles. Je suis donc la présidente de l'association et je suis bénévole. Mais on a aussi une équipe salariée. On a un bureau. On a un certain nombre de coûts de fonctionnement. Et toutes ces actions qui sauvent des millions de vies animales, qui permettent vraiment d'améliorer l'état des écosystèmes, on peut les mener si on a un soutien. Donc, on vous encourage vraiment vivement à nous soutenir si ça n'est pas le cas. Vous pourrez trouver les informations, encore une fois, dans le chat. Même si c'est 5 € par mois, par exemple, 5 €, c'est le prix de 2 cafés ou d'une bière. Ça nous aide beaucoup, donc on vous encourage à le faire. La revue Virage, vous pouvez aussi la découvrir en ligne. Et puis, si vous voulez tout simplement recevoir nos informations, vous pouvez aussi vous inscrire à notre lettre d'info sur le site de l'AVF. Voilà. Alors, on va commencer la soirée. Ce soir, on a le grand plaisir d'avoir une conférence de Jean-Marc Gancille, qui est membre de la commission écologie de l'AVF, donc une des 2 commissions de spécialistes de l'AVF. On a une commission nutrition santé et une commission écologie. Jean-Marc est un spécialiste et c'est aussi quelqu'un qui est très engagé dans la préservation de la biodiversité. C'est l'auteur de Ne plus mentir, qui est un livre très fort que je vous invite à découvrir. Jean-Marc va nous proposer une conférence qui va durer à peu près 30 minutes. Et ensuite, on aura une séance de questions-réponses et interaction avec vous. Alors, si vous avez simplement des questions, on vous invite à les poser dans le chat par écrit et ensuite, vos questions seront traitées par Jean-Marc ou par une autre personne de l'association selon les spécialités. Si vous souhaitez ensuite débattre, donc après les questions, on va proposer un temps de débat. On vous propose dans le chat d'envoyer un petit message, un message particulier à Association végétarienne de France, parce qu'on peut envoyer soit un message à tout le monde, soit un message à un participant en particulier, et dire tout simplement, je souhaite intervenir pour parler, je ne sais pas moi, de la forêt amazonienne ou de tout autre sujet. Donc on vous invite à nous le dire, et ensuite on pourra vous donner la parole pour que vous puissiez débattre avec nous. Voilà, je vous remercie encore d'être présents ce soir, nombreux et nombreuses. On est presque une centaine. Et puis, je vais laisser Jean-Marc prendre la parole pour nous dire ce qu'il a à nous dire ce soir. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'intervenir ce soir et que vous soyez si nombreux à écouter. Ça met un peu la pression. Comme l'a dit Élodie, je suis membre de la commission écologie de l'AVF, donc de l'Association végétarienne de France depuis quelques mois maintenant, à titre bénévole et à titre professionnel. Donc j'ai longtemps officié dans le domaine de l'écologie, pour faire court, de la transition écologique en particulier, qu'elle soit énergétique ou alimentaire. Et j'ai eu aussi en parallèle des engagements associatifs assez prenant du côté animaliste, on va dire, et en particulier pendant 6 ans dans la lutte anti-braconnage et la lutte contre les traques en Afrique de la faune sauvage pillée, et dont on va aborder aujourd'hui un peu cet aspect. Voilà. Pourquoi ce thème ce soir ? Parce qu'on traite au sein de la commission écologie de l'AVF des liens et surtout des enjeux écologiques qui justifient la transition alimentaire vers des régimes plus végétaux, plus végétalisés. Et on a eu l'occasion de produire d'ores et déjà des réflexions assez poussées sur le lien entre la consommation de chair animale et le réchauffement climatique, le lien entre la consommation de protéines animales et l'effondrement de la biodiversité. On a écrit pas mal de choses, on a rencontré beaucoup de spécialistes. Et puis récemment, à la faveur de cette crise qu'on subit tous du Covid-19, on a été un peu surpris, voire agacé au fil des articles, au fil des prises de parole médiatiques, de constater que malgré ce qui nous paraissait être une évidence, le lien entre la consommation de chair animale et la sanitaire dans laquelle nous étions, le lien n'était pas forcément fait de façon de
trafic de faune sauvage, de ces fameux wet markets en Chine, d'élevage intensif un peu, de perte de biodiversité, mais tout ça de façon assez conceptuelle, assez lointaine. On parlait de la déforestation, pourquoi ces marchés en Chine, pourquoi cet effondrement de la biodiversité. Eh bien, il y a une cause commune à tout ça, peut-être pas la seule, mais la principale sans doute, qui est l'appétit inextinguible qu'ont les humains pour la chair animale. Voilà. Et la viande en particulier. Et ça, c'est quelque chose qui nous est apparu important de mettre en exergue. Et l'occasion de cette petite conférence ce soir, c'est justement d'expliquer ces liens de causalité qui montrent que le dénominateur commun est quelque chose sur lequel on peut tous agir, chacun à son niveau, et qui justifie des politiques publiques beaucoup plus offensives. Voilà. Donc, je ne suis pas un spécialiste de l'infectiologie, de l'immunologie, je ne suis pas médecin. Disons que j'ai une pratique de terrain et une vision un peu générale qui m'autorise peut-être aujourd'hui à essayer de présenter quelque chose d'assez digeste. Si vous avez des questions extrêmement spécifiques, je ne saurais probablement pas y répondre, enfin pas dans tous les domaines, mais on est aussi ici plusieurs de la commission écologie ou peut-être même au sein de l'auditoire à être en mesure de répondre ici ou là. Ce sera la vertu de notre débat parce que bien sûr c'est l'intelligence collective qui doit primer. Donc je vais partager mon écran et notamment le petit PowerPoint qui va m'aider à dérouler ma présentation. Alors, on va embrayer sur l'évolution du nombre d'épidémies, parce qu'il faut commencer en fait par expliquer pourquoi on en est là et que sont ces fameuses zoonoses dont on entend parler un peu maintenant, davantage en tout cas dans les médias. Alors, si on regarde ce graphique et qu'on met en le nombre d'épidémies qui émergent chaque année sur un axe temporel, on observe une très nette accélération depuis les années 60. Le nombre d'émergences de maladies infectieuses, il a en fait quintuplé en quelques dizaines d'années. En fait, la tendance, elle est très claire. L'émergence de nouvelles maladies infectieuses est toujours plus importante au fil des temps. Alors, les déterminants de ces émergences de maladies infectieuses, ils sont nombreux, il n'y en a pas un seul et unique. Il y a bien sûr le changement d'usage des sols, les pratiques agricoles et agronomiques, les changements démographiques et sociétaux. Vous voyez dans le petit graphe qui est devant vos yeux quelques exemples qui illustrent ces déterminants. La précarité des conditions sanitaires, évidemment, qui peut favoriser l'émergence de ces maladies. Les problématiques dans les hôpitaux, les erreurs de soins qui conduisent à des maladies nosocomiales et à leur propagation. L'évolution des agents pathogènes favorisés par la résistance aux antibiotiques, par exemple, la contamination par les aliments ou l'eau, on en parlera. Bien sûr, tout ça est favorisé par les échanges qui se sont multipliés intercontinentaux à la faveur des infrastructures de transport et de la mondialisation de l'économie et du tourisme. Le défaut des organisations de systèmes de santé et de surveillance dans certains pays qui n'en ont pas les moyens, les transports, bien sûr, et le changement climatique qui, on le verra, a une influence de plus en plus importante sur ces questions-là. Alors, l'émergence de ces maladies infectieuses, elle n'est pas un accident qui surviendrait comme ça sans qu'on ait pu le prévenir, sans qu'on ait pu l'imaginer, sans qu'on ait pu l'anticiper, mais c'est une conséquence assez logique d'un système qui finalement les favorise. La santé des êtres humains est menacée par la recrudescence des maladies infectieuses, la résistance aux antimicrobiens, on l'a dit, la pollution de l'environnement et toutes ces pathologies multifactorielles qui se développent à la faveur de nos modes de vie. Ils ont des racines communes. Ils sont accrus par des changements globaux qui sont liés à l'industrialisation, qui sont liés à la globalisation des échanges, au mouvement des espèces, dont la nôtre, et des pathogènes que nous charrions, que nous véhiculons, chacun au sein de nos organismes et que nous pouvons éventuellement transmettre à d'autres. Le changement climatique favorise tout ça. Donc la propagation et l'émergence de ces épidémies, des zoonoses, donc des épidémies qui sont propagées par les animaux, et des épizooties, au cours de ces dernières années, elles ont bien sûr alerté la société, mais elles mettent surtout en évidence la mondialisation croissante des risques
pour la santé, et puis l'importance qu'il y a entre l'interface entre nos vies humaines, les vies animales et les écosystèmes qui nous abritent dans l'évolution et la propagation de ces maladies. Donc, il est bien important de prendre en compte, je dirais, cette globalité, d'avoir une vision qui soit intégrative et connectée pour bien comprendre ce dont il est question. Tout ça n'est pas fortuit et tout ça se développe parce qu'il y a un système qui le favorise. Alors, sur une étude que j'ai retrouvée qui fait toujours foi et qui est souvent citée, entre 1940 et 2008, 60% des maladies émergentes étaient des zoonoses, c'est-à-dire des maladies infectieuses propagées par des animaux vertébrés et transmissibles à l'être humain. C'est la partie blanche que vous voyez sur ce graphique. Et c'est donc un constat important qui est aujourd'hui, on va dire, officialisé par les organisations internationales, et notamment par l'ONU, qui rappelle que parmi ces 60% de maladies infectieuses propagées chez les êtres humains, 75% le sont dus à la faune sauvage. Donc c'est quand même une proportion qui est très importante. 3/4 sont liés à la faune sauvage à l'origine. Alors, comment se propagent ces virus? Vous l'avez sans doute un peu entendu ces dernières journées, ces dernières semaines, parce que c'est quand même maintenant relativement expliqué dans les médias. Globalement, les virus, ils se développent chez un hôte, dans un organisme, qu'il soit humain ou animal. Généralement, dans la faune sauvage, on parle de réservoirs. Souvent, on a des espèces qui sont particulièrement, on va dire, qui hébergent un certain nombre de virus plus que d'autres. Les chauves-souris en sont un exemple. Et ces espèces réservoirs côtoient, pour diverses régions, on verra pourquoi, elles côtoient des animaux domestiques qui, à leur contact, vont, on va dire, accueillir ce virus qui s'est adapté à leur organisme, qui va muter au sein de leur organisme et qui progressivement va progresser vers l'être humain et se transmettre à l'homme, lequel va ensuite effectivement pouvoir infecter d'autres humains. Et donc cette chaîne de causalité franchit des barrières d'espèces jusqu'à ce qu'elle infecte parfois les nombres très importants de personnes à la faveur d'une dissémination qui est facilitée par les flux croissants de population tout autour du globe. Alors comment ça se passe? Ça se passe généralement soit par transmission directe, soit par transmission indirecte. La transmission indirecte de ces pathogènes, elle se fait par différents vecteurs. Ceux qui sont bien connus sont par exemple des vecteurs vivants comme le sont les insectes, et tout particulière les moustiques auxquels on peut penser, dans certaines pathologies bien connues. Ici, à La Réunion, d'où je vous parle, on a actuellement une épidémie de dengue qui sévit. En plus du Covid-19, on a, je crois, plus de 5000 cas depuis le début de l'année d'infection par des moustiques qui prolifèrent à la faveur des changements climatiques. On peut aussi avoir des vecteurs non vivants qui se transmettent via l'ingestion d'eau, via le contact avec l'eau ou via l'ingestion de nourriture. Et on verra que c'est très souvent le cas. La transmission peut également se faire de façon directe par contact avec des sécrétions corporelles ou des pathogènes qui sont présents dans l'air ambiant et qu'on respire tout simplement et qui ensuite vont effectivement infecter les êtres humains qui sont, on va dire, soumis à ces pathogènes par ces voies-là. Alors, toutes les transmissions de virus d'origine animale, de l'animal sauvage à l'animal domestique, puis à l'homme, ne génèrent pas systématiquement des pandémies, parce que certains virus, certains pathogènes ne franchissent pas la barrière, en tout cas de la transmission entre humains. C'est le cas, par exemple, de la rage. Elle se transmet d'un animal à l'homme lorsqu'il est mordu, mais à moins d'être un loup-garou, ce que nous ne sommes pas encore, on ne transmet pas ces virus à nos congénères.
humains. En revanche, vous le savez, le Covid-19 ou la grippe, eux, ont un facteur de dissémination qui peut être très élevé, ils peuvent être très virulents et se disséminer assez vite. En fait, tout dépend du virus et de sa capacité à muter et à s'adapter aux organismes qui l'infectent. Alors, on a beaucoup d'épidémies, vous en voyez un certain nombre ici avec leur impact sur notamment les décès humains. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grandes épidémies, les grandes pandémies sont apparues avec l'émergence de l'agriculture il y a environ 10 000 ans. Jared Diamond, qui est un spécialiste de biologie moléculaire notamment, a montré que toutes ces pandémies étaient d'origine animale et qu'elles ont été transférées à l'homme au premier temps de la domestication et de l'élevage, en raison principalement de la proximité entre les fermiers et les animaux. Alors c'est vrai pour la grippe, c'est vrai pour la variole, la malaria, la tuberculose, le typhus, la diphtérie, la rougeole, la fièvre jaune, la peste, le choléra, le VIH par exemple aussi. La variole a été transmise par exemple à l'homme par les moutons, les chèvres, le bétail. La grippe, c'est souvent par les volailles, c'est par les volailles, les animaux, les oiseaux. Donc ces maladies, elles étaient inconnues de l'humanité avant l'ère agricole du néolithique, soit pendant 7 millions d'années au cours desquelles nos ancêtres n'ont pratiqué que la cueillette, le charognage, la chasse ou la pêche. Donc, on peut remercier l'agriculture de nous avoir confrontés à ces virus. Certains ont été assez inoffensifs et d'autres ont fait des dégâts très importants. On peut en citer quelques-uns, en passant en revue quelques-uns. Donc, celui dont on parle beaucoup, le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère. Lui, il est apparu en 2002 en Chine, notamment la première fois. Il s'est propagé dans 28 pays en 2003. Il a fait plus de 8000 cas et 800 morts. Donc, l'origine de cette épidémie, elle a pu être retracée. Là aussi, c'était des chauves-souris qui auraient transmis le virus à des civettes. C'est un petit mammifère dont la chair est consommée en Chine, une fois de plus, et qui est vendu sur les marchés, les wet markets, dont on connaît maintenant le nom, dans la province du Guangdong. Voilà. La grippe porcine, quant à elle, les experts scientifiques pensent qu'elle est apparue dans un élevage de cochons au Mexique entre 2009 et 2010. Bien sûr, les grippes porcines, elles affectent d'innombrables cochons dans les élevages qui sont tassés dans des conditions épouvantables, des conditions insalubres qui favorisent la propagation de ces virus et la transmission. Et dans certains cas, ces virus subissent des mutations et peuvent être transmissibles à l'humain, comme dans le cas d'un virus de la grippe porcine, le H1N1, dont vous avez sans doute entendu parler. La grippe aviaire, dont j'ai fait mention, elle, c'était une maladie virale qui sévit chez les oiseaux, notamment dans les élevages de poulets, d'oies. Et dans certains sous-types de grippe aviaire, elles peuvent franchir la barrière des espèces. C'est le cas du virus H5N1. Tout un tas de noms un peu barbares qui nous font oublier l'origine animale de ces virus, mais elle est bien réelle. Et donc, à l'heure actuelle, la transmission de ce virus se fait à l'humain lorsqu'il est entré en contact avec un oiseau infecté. Voilà. Mais d'après l'Institut Pasteur, les autorités sanitaires redoutent que l'évolution de ce virus vers une forme transmissible à l'homme soit d'actualité. Comme il est très virulent, ça pourrait vraiment créer une pandémie sévère. Je ne vais pas tous les passer en vue, mais on peut aussi parler de la vache folle. C'est une crise sanitaire des années 90, il y a un certain temps maintenant. C'est la fameuse encéphalopathie spongiforme bovine, l'ESB, ou la maladie de la vache folle, comme on l'appelle plus communément, qui a trouvé son origine dans l'utilisation des farines animales. Là aussi, on a un peu joué aux apprentis sorciers, comme c'est souvent le cas, et on a fabriqué ces farines à partir de parties non consommables de carcasses bovines, et on en a donné en guise de nourriture à des vaches, à des bovins, générant le développement de ces pathogènes. Alors, les animaux, pour autant, sont-ils coupables? Sont-ils coupables de nous avoir transmis ces virus parfois hautement dangereux pour nous? Eh bien non. Ils ne nous ont pas infectés par malice, par méchanceté, par hasard, mais ils nous ont infectés parce qu'on est allé les chercher. On a détruit leur habitat, on a empiété sur leur territoire, on les a chassés, on les a capturés, on les a entassés sur des marchés, on les a bien sûr consommés, et puis on s'est exposé de cette façon à des pathogènes auxquels nous n'étions pas du tout préparés et qui ont réussi
je dirais, à se développer au sein de nos organismes. Ce qui amène aujourd'hui à ce constat, qui est de plus en plus, on va dire, reconnu, qui est même avéré, qu'il y a un lien évident entre l'effondrement de la biodiversité dont nous sommes la cause et le risque de pandémie. Voilà. Pourquoi ce lien de causalité? J'en vois 4 principales raisons. La première raison, c'est que l'espèce humaine, encore très peu nombreuse il y a quelques années, a connu une explosion démographique hyper exponentielle depuis la Renaissance environ. Nous sommes désormais super abondants, nous sommes omniprésents, on a impacté tous les écosystèmes et on est devenu de ce fait un super hôte pléthorique, extrêmement attractif pour tous les nombreux pathogènes qui circulent un peu partout, qu'elles soient des parasites, des bactéries ou des virus. On est une cible de choix, si j'ose dire, pour ces pathogènes qui circulent en nombre eux aussi très nombreux. Deuxièmement, eh bien, cette expansion humaine sans limite, elle a appauvri la biodiversité sauvage en détruisant les habitats dans lesquels la faune se déployait, vivait, s'épanouissait. On a surexploité cette faune pour construire des infrastructures, pour exploiter des ressources. On a entraîné la raréfaction, de toutes les espèces, de nombreuses espèces en tout cas, qui vivaient dans ces zones. Et on a déséquilibré, vous le savez, on en parle souvent, les systèmes complexes qui régissaient les relations entre les hôtes et les pathogènes. Alors, il y a bien sûr des pathogènes qui étaient très nombreux dans certaines espèces, comme nous en avons nous-mêmes au sein de nos organismes, mais tous ne sont pas forcément, dangereux pour d'autres, et tous ne trouvent pas forcément les conditions nécessaires et favorables à leur dissémination. Sauf que quand, effectivement, on crée ces conditions de dissémination, eh bien, c'est beaucoup plus propice pour eux de se répandre. Troisième raison, notre envahissement de la biosphère augmente, effectivement, comme je le disais à l'instant, les opportunités de contact entre les espèces sauvages, les réservoirs de pathogènes et les races animales que nous élevons. Évidemment, on n'a pas à déforester pour rien, on a déforesté massivement pour planter, et pour planter notamment des typologies de céréales qui sont principalement cultivées pour nourrir le bétail. Donc on a déforesté pour créer des grands entrepôts, pour créer des grandes zones où on entasse le bétail, et on a aussi déforesté pour cultiver les céréales qui sont nécessaires à leur alimentation. Et de ce fait, on crée une boucle extrêmement vicieuse. Et enfin, quatrième lien en fait, entre biodiversité et risque de pandémie, c'est l'industrialisation de l'agriculture, ce système agro-industriel qui est totalement connecté à la globalisation des échanges, qui permet la distribution des produits alimentaires et qui augmente aussi de façon drastique le nombre de bétail. Et donc, pour être rentable, le nombre de races domestiquées, lui, est réduit pour être optimisé, pour avoir un profit toujours plus important sur des races rentables. Et donc, cet appauvrissement de la diversité génétique a pour conséquence un potentiel, je dirais, d'affaiblissement de la parade des organismes pour faire face aux pathogènes. Donc cette capacité à faire face aux pathogènes, qui était favorisée par une grande diversité génétique au sein de différentes races, elle s'est fortement dégradée avec le temps. On a donc réduit les chances d'adaptation des hôtes aux nouveaux pathogènes via les processus évolutifs classiques qui régissent le vivant. Et en ce sens, pour toutes ces raisons, on a vraiment créé une bombe à retardement par rapport à la diffusion potentielle de tous ces virus. Alors, vous les voyez ici résumés, hein, ces facteurs qui favorisent l'émergence des zoonoses, la déforestation, le commerce mal réglementé et illégal de la vie sauvage, l'agriculture intensive et l'élevage d'animaux qui concentrent des nombres impressionnants d'animaux et favorisent la dissémination des virus, lesquels, justement, pour résister aux maladies, sont gavés d'antibiotiques et développent des antibiorésistances. Et tout ça, bien sûr, est aggravé par un réchauffement climatique qui va, dans certains cas aussi, favoriser certains pathogènes. Donc, on a vraiment toutes les conditions requises pour que ces pathogènes trouvent les moyens de se développer, trouvent les moyens de trouver des hôtes favorables à leur développement.
Et selon le rapport d'ailleurs du WWF en 2016, toutes ces causes s'intercombinent pour justement expliquer le fait que l'émergence de ces maladies infectieuses soit principalement due à la faune sauvage et à la perte de biodiversité. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant de bien appréhender, c'est que la biodiversité, c'est finalement une protection pour nous. Des travaux scientifiques ont montré, c'est ce qu'illustre ce graphique, qu'il existe ce qu'on peut appeler un effet de dilution. Dans un milieu donné, plus les hôtes et les non-hôtes d'un parasite sont nombreux et variés, plus la prévalence est faible, c'est-à-dire plus le nombre de cas de maladie présents à un moment donné dans une population est faible. En conséquence, plus le risque de transmission aux animaux domestiques ou à l'homme est faible. C'est-à-dire que la biodiversité, plus elle est riche, plus finalement, dans un écosystème riche, moins un pathogène pourra aisément s'y installer. En revanche, dans un milieu qui est pauvre en biodiversité, le pathogène, lui, s'adapte aux quelques espèces présentes et sa prévalence, du coup, s'élève. Il y a une probabilité plus grande d'infecter les hommes, notamment si ceux-ci se trouvent à proximité des zones infestées. C'est pour ça que la réduction de la biodiversité, finalement, elle entraîne une perte de fonctions de régulation de la transmission des pathogènes. C'est ce fameux effet de dilution qui augmente les risques infectieux. En gros, plus il y a d'organismes qui sont favorables à la dissémination de ces pathogènes, plus évidemment, ceux-ci vont se diffuser dans une population donnée. C'est le cas notamment concernant la maladie de Lyme, dont on entend aussi souvent parler, qui est en pleine recrudescence en Amérique du Nord. Elle est transmise par une espèce de tique à des petits mammifères et à l'homme, et elle est responsable de 20 000 cas humains aux États-Unis chaque année. Et les États américains qui possèdent le plus forte diversité en petits mammifères sont ceux où la prévalence de la maladie de Lyme elle est la plus faible. Donc, le même constat peut s'observer dans l'élevage industriel. L'homogénéisation génétique des animaux d'élevage, pour des objectifs de rentabilité, comme je le disais, pour des raisons de résistance aux maladies, elle rend les bêtes particulièrement sensibles aux maladies infectieuses, la peste porcine, la fièvre afteuse, et nécessite parfois l'isolement et le confinement des animaux. Alors vraiment, on a tout fait pour ça. Quand on voit ce graphique, on se rend compte de ce qu'on a fait comme substitution en termes de perte de faune sauvage par rapport à l'augmentation de la biomasse d'animaux domestiques. L'élevage intensif est aujourd'hui la norme, alors qu'il y a 10 000 ans, on avait 99% d'animaux dans la biomasse des vertébrés et 1% d'humains. Aujourd'hui, on a 32% d'humains, 67%, je dirais, d'animaux de rente qui sont élevés pour être consommés et un petit pourcent d'animaux sauvages qui demeurent. C'est quand même assez dramatique. Et cet élevage intensif qui accompagne le développement humain, il induit évidemment une promiscuité élevée et il constitue un terreau idéal pour l'émergence de nouveaux pathogènes. Voilà. C'est une opportunité incroyable, cette biomasse d'élevage, pour infecter des nouveaux écosystèmes. Et c'est donc pas par hasard donc, si ces virus transitent par les animaux domestiques. On a une longue histoire avec d'ailleurs ces animaux d'élevage. C'est pas nouveau. Depuis 10 000 à 15 000 ans qu'on les domestique, eh bien, les parasites ont eu le temps de s'adapter aussi à nos organismes. Ils ont eu plus de temps pour passer d'un organisme hôte à un autre, ce qui explique aujourd'hui où nous en sommes et cette explosion de maladies infectieuses. Ce qu'on peut aussi dire et insister, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la déforestation, la réduction des territoires des espèces sauvages, elle augmente évidemment drastiquement les risques de propagation des maladies en poussant les animaux sauvages à s'approcher des habitations humaines. Et de même, la perte de biodiversité, elle favorise, elle bouleverse les systèmes de régulation des pathogènes. Ça, on l'a dit. Ce qui est incroyable, c'est que cet élevage, il utilise 83% des terres agricoles et il ne fournit que 18% des calories que nous consommons. Ça, on y reviendra. Et d'après un rapport de la Banque mondiale, comme je l'ai indiqué sur ce slide, qui à l'origine émane de L214, comparé à 1970, 91% de la surface déforestée elle a été convertie en pâturage pour le bétail. Donc, quand on parle de déforestation, on parle surtout de consommation de viande derrière. Bon, là aussi, vous êtes au courant. Élevage intensif, aujourd'hui, c'est vraiment ce qui prédomine dans
dans la production française. Voilà quelques chiffres. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit précédemment. Ces bombes à retardement que constituent ces élevages intensifs qui sont très favorables à la dissémination des virus, des parasites, des bactéries. Voilà. Un petit résumé donc. Toutes ces épidémies dont on a parlé, ou pratiquement toutes, elles ont une origine commune. Il y a un lien entre la consommation de ces animaux et les pandémies, comme celle qu'on vit aujourd'hui d'ailleurs, ce fameux pangolin qui aurait été consommé par un Chinois suite à la proximité qu'il a probablement eue avec un autre réservoir qui était la chauve-souris et qui lui a transmis à ce pauvre pangolin un virus qui s'est lui-même transmis aux humains. Donc, voilà, c'est très clair. Selon l'ONU et la FAE, l'élevage intensif, c'est en effet une parfaite opportunité pour les maladies émergentes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Trop, c'est trop, diraient nos amis les animaux. On pourrait dire la même chose. Et que faire pour y remédier? Ça paraît juste la conséquence logique de mon rapide exposé. Que faire? D'autres l'ont dit avant nous ce soir, notamment Edwin Kilbourne, qui d'une formule un peu lapidaire, a résumé la problématique. Il suffirait juste d'éliminer tous les élevages de porcs et de canards et on éliminerait par exemple, pour ce qui est de la grippe, les pandémies qui y sont liées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on a du boulot. J'ai identifié, on va dire, 5 ou 6 pistes pour agir et essayer d'améliorer la situation. Évidemment, faire le choix collectif d'une alimentation ne contenant plus ou de moins en moins de produits d'origine animale. Ça serait un changement tellement moins contraignant que ce qu'on a à vivre aujourd'hui et ce que nous subirons sûrement demain si nous ne changeons rien. La meilleure précaution pour éviter la répétition de ces crises sanitaires et de ces zoonoses qui ont des effets économiques dévastateurs d'ailleurs, ça serait d'initier évidemment à l'échelle de la société une transition vers une alimentation végétale, beaucoup plus végétale, voire quasiment uniquement végétale. Je pense que beaucoup d'entre vous ici en sont convaincus. Et de rediriger nos ressources agricoles vers une alimentation des humains plutôt que vers une alimentation du bétail, qui contribue à cette déforestation et à ses effets dévastateurs. Alors bien entendu, la viande, Élodie l'a dit en ouverture, vend des produits laitiers. Ils sont responsables depuis que les études se succèdent et le confirment d'effets dévastateurs. Notre consommation de viande, c'est 18% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. C'est 36% de la consommation d'eau des Français. C'est plus d'un tiers de la pollution de l'eau par les pesticides, l'azote et le phosphore. C'est un usage des espaces agricoles de 80% et 70% dans le monde. Et puis ce fameux chiffre de 80% depuis 1970 de la déforestation en Amazonie. Voilà. Comment expliquer de tels dégâts? Ça paraît dingue. Et bien sûr, c'est que la production de viande et de produits laitiers en soit très inefficace. D'énormes quantités d'espace, d'énergie, d'intrants agricoles, d'eau sont nécessaires pour produire les végétaux qui nourrissent les animaux d'élevage, avec un gâchis énergétique phénoménal. Et ces fameux bovins, dont certains se régalent, et de moins en moins, pouvons-nous l'espérer en tout cas, sont aussi un puissant émetteur de méthane, donc de gaz à effet de serre. Bon, c'est pourquoi la végétisation de l'alimentation, c'est désormais reconnu comme une solution incontournable à la crise écologique, et tout le monde le dit, que ce soit l'ONU, l'IPBES, le GIEC, et ça mérite évidemment davantage d'attention de la part des citoyens et des responsables politiques. Une évidence qui pourtant peine à s'installer dans les politiques qu'on voit émerger ces dernières années. Et c'est pour ça que l'AVF a un rôle précieux pour y contribuer, avec d'autres. Deuxième piste pour agir, c'est de lutter contre l'antibiorésistance. Alors peut-être pas chacun d'entre nous, mais en contribuant à ne pas encourager ces élevages, on pourrait aussi contribuer à lutter contre ce risque majeur. En effet, comme on l'a dit, il y a aussi un rôle de l'élevage dans le développement de l'antibiorésistance. Parce qu'en effet, pour soigner les animaux, ou pour éviter tout simplement qu'ils tombent malades dans des environnements confinés qui sont très propices, il faut effectivement leur administrer des antibiotiques. Et on estime que 73% des produits antimicrobiens aujourd'hui dans le monde
sont destinés aux animaux d'élevage, 3/4. Et en France, 38% des antibiotiques sont utilisés pour l'élevage également. Voilà. Et certains d'entre eux sont même classés critiques ou en dernière ligne, c'est-à-dire qu'ils représentent le dernier traitement efficace contre certaines pathologies qui affectent les humains. C'est-à-dire qu'il y a un risque, à un moment donné, cette barrière soit franchie si ces médicaments ne sont plus efficaces. Alors, ce recours massif aux antibiotiques il favorise le développement des bactéries multirésistantes. Et ces bactéries multirésistantes, elles causent chaque année la mort de 12 500 personnes en France. C'est-à-dire pas beaucoup moins que ce fameux Covid-19. En tout cas, un nombre très significatif de décès. Et si rien n'est fait à l'échelle mondiale, l'OMS estime que ce serait 10 millions d'humains qui, à l'échéance de 2050, pourraient être concernés par cette problématique, dont on parle finalement assez peu, mais qui est une vraie bombe à retardement elle aussi. Comme on l'a vu aussi, une autre piste qui concerne les professionnels de la filière, qui concerne les politiques et notre consommation, c'est effectivement d'encourager la diversité génétique, parce qu'on a vu qu'en encourageant cette diversité, on évitait de favoriser la dissémination des pathogènes. Malheureusement, l'industrialisation de l'élevage, elle a besoin de races génétiquement uniformes, mais qui ont un effet collatéral d'incubateur pour les prochaines maladies infectieuses. Donc cette perte de biodiversité animale et végétale en milieu sauvage, mais également dans des enceintes confinées, elle est dramatique pour la diffusion de ces pathogènes. Donc il faut vraiment tendre à une diversité génétique beaucoup plus forte afin que prédateurs, compétiteurs et autres puissent ne plus se transmettre certaines infections. Ça peut aussi être favorisé par des pratiques agricoles qui ne sont pas aussi uniformes. Donc, il faudrait repenser totalement nos liens avec le vivant et la place de l'agriculture dans les paysages pour éviter ces contagions à partir de clusters. Évidemment, quand on est sur de la monoculture très uniforme et des parcelles très facilement interconnectées, il y a bien sûr très peu de modularité, très peu de barrières et les pathogènes se diffusent plus facilement. Et par ailleurs, plus on est sur des espaces, sur des paysages uniformes, sur des monocultures assez, on va dire, simples, moins il y a de biodiversité. Donc là aussi, plus il y a de risque de transmission de virus et de pathogènes au sens large. Cinquième piste, faire cesser le trafic d'espèces sauvages. Facile à dire. Lorsqu'on sait que le trafic d'espèces sauvages figure parmi les activités criminelles les plus lucratives, qui sont souvent d'ailleurs associées à d'autres activités illicites comme le blanchiment d'argent et la corruption. D'ailleurs, d'après Interpol, ces atteintes à la faune sauvage, ce braconnage généralisé est l'une des principales sources de financement des groupes armés et des terroristes dans le monde. Et du coup, la protection des espèces est un enjeu qui devient aussi un enjeu sécuritaire et un enjeu de nature sanitaire également. Donc, c'est un sujet majeur. De nombreuses maladies sont venues du commerce mondial des espèces sauvages. Ça, on en a beaucoup entendu parler récemment. Le VIH, le sida, serait lié à la consommation de primates. Les épidémies d'Ebola qui ravagent certains pays africains sont liées à des grands singes aussi qui ont été infectés et dont l'homme consomme la viande de brousse. Voilà, et c'est cette même viande de brousse qu'on retrouve braconnée, qui est transportée et qu'on retrouve parfois saisie par les douanes dans nos aéroports occidentaux parce que certains la consomment, y compris sous nos latitudes. Il y a quelques initiatives mondiales aujourd'hui qui sont prises pour surveiller les réseaux qui on va dire, profitent de ce trafic. Il y a des réponses internationales coordonnées, mais les risques de trafic sont quand même très forts et les risques de se faire prendre sont faibles dans une économie mondialisée où le flux je dirais, de containers est massif et permanent et multilatéral. Et du coup, c'est extrêmement compliqué à surveiller et à contrôler, à sanctionner. Donc, c'est un risque majeur aussi pour la dissémination de ces maladies. Bien sûr aussi, commerce encouragé par une pharmacopée, on va dire orientale, chinoise, qui, basée sur des croyances, encourage la consommation d'espèces sauvages et donc favorise
le fait qu'on puisse être à proximité des pathogènes qu'ils véhiculent. Enfin, et je conclurai là-dessus, et ça ne concerne pas simplement le risque sanitaire, bien sûr, lutter contre le dérèglement climatique, parce qu'il apparaît lui aussi comme un facteur aggravant de mise en relation des animaux sauvages avec les humains. C'est un facteur qui a été de tout temps, le réchauffement climatique, à l'origine de la multiplication des épidémies, ainsi qu'à leur expansion géographique, à l'aggravation de leur impact, parce que, évidemment, en affectant les écosystèmes, il les rend plus propices à la propagation, à la prolifération de ces vecteurs de maladies infectieuses. On peut bien sûr penser aux moustiques, et bien sûr l'explosion des flux de déplacements humains et commerciaux qui lui-même aggrave le réchauffement climatique, agit voilà, comme un cercle vertueux malheureusement ou vicieux pour encourager ces diffusions. Voilà. Donc le réchauffement climatique qui lui-même est encouragé massivement et principalement par nos modes alimentaires très carnés, par nos régimes alimentaires très carnés, est lui aussi une bombe à retardement sanitaire. Pour mémoire, il y a dans les régions arctiques le pergélisol, le sol qui est gelé en permanence pendant au moins 2 ans, qui actuellement se dégèle à la faveur de températures plus élevées. Et d'après le GIEC, il pourrait perdre ce pergélisol 70% de sa surface d'ici 2100, donc quasiment 2 tiers de sa surface. Et ce phénomène, il menace non seulement de libérer de puissants gaz à effet de serre, mais aussi de réveiller des bactéries et des virus qui étaient inconnus ou oubliés et qui sont pour l'instant un peu comme Hibernatus dormants, mais qui pourraient faire ressurgir des restes d'humains, des animaux, des végétaux qui sont conservés depuis des centaines de milliers d'années, et les bactéries et les virus qu'ils contiennent pourraient se réactiver à cette occasion. Donc c'est là aussi une menace majeure. Donc voilà, on l'a vu, et je conclurai par ça avec cette petite touche humoristique. C'est principalement notre consommation de chair animale qui favorise des phénomènes majeurs, synergiques, qui accentuent l'amplitude des crises et qui font redouter, si nous n'y mettons pas fin rapidement, ou en tout cas si nous ne les maîtrisons pas, nous ne contrôlons pas vers une décence, je dirais, de ces consommations, qui risque de menacer à terme, je dirais, la sécurité sanitaire du monde. Et on voit à quel point, avec un virus comme le Covid-19, qui reste malgré tout assez peu létal, toutes choses égales par ailleurs, on a des risques qui sont colossaux si on avait des agents infectieux qui étaient beaucoup plus virulents. Donc, effectivement, comme le dit cette personne de manga, bien sûr, ça a été trafiqué cette image, il y a peu de régimes alimentaires basés sur des végétaux qui, aujourd'hui en tout cas, ont provoqué autant de dégâts et de désastres que ceux qui sont fondés sur des protéines animales, sur une consommation carnée et sur un appétit de viande qui est évidemment irresponsable et inconséquent à l'heure actuelle. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et avoir été assez clair. C'était assez générique. Je pense qu'on peut passer aujourd'hui maintenant là, à vos questions si je n'ai pas été clair sur tel ou tel point. Merci de votre écoute en tous les cas. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, on va passer aux questions. Donc, je laisse Jean-Marc souffler un petit peu. On a un document sur lequel on va pouvoir récupérer les questions. Puis, je vais déjà prendre quelques questions. Alors, quelqu'un nous demande si on aura un replay. Oui, on essaie de le faire, mais en ce moment, c'est difficile d'avoir un bon accès à Internet. Et on a des fichiers qui sont lourds et on a un petit peu du mal à les mettre en ligne. Voilà. Il y a une personne qui demande 2 millions de végétariens, savez-vous combien de végétaliens? Alors, il faut savoir que c'est difficile d'avoir des statistiques qui sont fiables. 2 millions, c'est une estimation assez prudente, c'est-à-dire si on estime qu'on a à peu près 3% de la population française qui est végétarienne, ce qui peut être une estimation raisonnable. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de surdéclarations, c'est-à-dire que quand on fait des sondages, il y a beaucoup de gens qui disent oui, oui, pas de problème, je suis végétarien, et quand on leur demande combien de fois par mois mangez-vous du poulet, ils répondent 2 fois par exemple. Donc c'est assez difficile d'avoir des estimations fiables. Et pour ce qui est des végétaliens, là, on n'a pas de sondage à notre connaissance, à part des sondages d'entreprises pour des études de marché, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus solide.
Là encore, ça dépend des définitions, ça dépend si on considère que être végétalien, c'est être végétalien à 100% ou c'est être végétalien en grande majorité. En tout cas, nous, on est très prudents là-dessus et on estime que ce serait peut-être une personne sur 10 parmi les végétariens, donc peut-être 0,3% ou quelque chose comme ça. Voilà. Mais on n'a pas vraiment de choses très solides en France, en tout cas, pour avancer là-dessus. Voilà, je laisse quelqu'un d'autre prendre une autre question. Jean-Marc, si tu veux prendre la question sur la grippe saisonnière. Je n'ai pas bien entendu par rapport à la grippe saisonnière. Est-elle liée aux animaux aussi? Donc, il y a eu des réponses. Ou ça peut être Isabelle, peut-être, si tu veux répondre oralement, Isabelle. Oui, bonjour. Alors, il y a eu des réponses dans le chat à ce sujet-là. Notamment, Jonathan a répondu. Voilà, il se trouve qu'effectivement, la grippe saisonnière aussi a une pour origine des oiseaux. Voilà. Si peut-être Jonathan, tu veux en dire plus, n'hésite pas. Tu peux réactiver ton micro. Ouais. Allô? Ça marche? Oui. Oui. Non, du coup, en fait, j'ai rien à ajouter, hein. C'est écrit tout simplement sur Wikipédia et il y a la source du docteur en question qui détaille. Il a l'air d'avoir écrit 2 bouquins là-dessus, donc voilà. De toute façon, oui, les grippes viennent bien des animaux, en fait. C'est avec la domestication que c'est apparu. Donc voilà. Alors, je vais prendre peut-être une autre question en attendant que Jean-Marc revienne. Donc, quelqu'un nous demande, alors ça a été répondu dans le chat, mais on peut peut-être le préciser, 18% ou 28% d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, il y a eu un certain nombre d'estimations depuis une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas. Le premier rapport de la FAO, c'était en 2008. C'est un rapport qui estimait à 18% les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage parmi toutes les émissions d'origine humaine. Ensuite, il y a eu une estimation un petit peu à la baisse, toujours par la FAO en 2013. Et puis récemment, d'autres études ont revu un petit peu à la hausse puisque le volume de l'élevage a augmenté sur Terre. Donc on peut estimer aujourd'hui que 18%, c'est un chiffre raisonnable. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces études où on examine ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'élevage, et bien à la fois d'un seul coup, on supprime toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, mais vous savez peut-être que l'élevage, il occupe les 3/4 des surfaces agricoles de la planète. Donc ça veut dire que ce sont beaucoup de terres agricoles qu'on peut récupérer pour faire par exemple des puits de carbone, pour faire de la reforestation, pour faire du réensauvagement. Et ça permet de capter du carbone, donc d'annuler encore plus d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que dans l'étude qu'on utilise à l'AVF, qu'on utilise comme référence pour le sujet, on estime que si on supprimait l'élevage, on pourrait réduire de 28% les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, ce qui est quand même tout à fait considérable. Est-ce que tu peux nous répondre, Jean-Marc, je vois que tu y es, sur les ONG qu'on peut soutenir contre le trafic d'espèces sauvages? Oui, ben, je ne les connais pas toutes, évidemment, mais je vais parler. Ben, il y a l'IFAW, IFAW, qui a des programmes spécifiques qui sont liés à cette question, qui est une grande ONG internationale active notamment sur ces sujets. Et parce que j'en ai été vice-président pendant 6 ans, j'ai cité une ONG qui m'est chère, qui est française et qui est présente sur le terrain vraiment avec ses équipes, qui s'appelle Wildlife Angel, dont le rôle est de former et d'équiper des rangers en Afrique afin que ces rangers soient en mesure
lutter contre le braconnage et contre les différentes formes de braconnage qui déciment la faune sauvage dans ces pays-là, pays souvent très pauvres, pays soumis à des trafics divers et variés. Et effectivement, je le confirme, comme je le disais tout à l'heure, que de plus en plus, ces trafics alimentent des réseaux terroristes et des vraies guerres dont sont victimes les animaux. Donc cette ONG, Wildlife Angel, a pour objectif justement d'appuyer en compétences et en moyens les populations locales qui essayent de préserver ce patrimoine naturel qui est le leur et dont ils tirent aussi leur subsistance par de multiples moyens. Mais en cherchant sur Internet, vous trouverez d'autres ONG qui sont actives sur ces sujets, mais c'est vrai que ce sont souvent des sujets mondiaux qui sont pris en charge par des grandes organisations internationales et qui ne donnent pas lieu à la présence de, on va dire, d'activistes sur le terrain, comme c'est le cas pour Sea Shepherd sur les mers ou Wildlife Angel dont je viens de parler sur les terres. Jean-Marc, il y a d'autres questions que tu pourrais prendre qui sont dans le document partagé. Et peut-être si tu peux remettre ta caméra quand tu réponds. Oui, excusez-moi. Donc, je remets ma caméra et je me mets sur le document. Alors, tu pensais à quelle question, Élodie, que je ne retrouve pas? Je pensais par exemple sur les bactéries multirésistantes en France et comment lutter contre l'antibiorésistance en tant que consommateur. Est-ce qu'un élevage bio est garanti sans antibiotiques? Alors, j'avoue, j'en sais rien. Je pense que les antibiotiques sont nécessaires dans les élevages quels qu'ils soient, et y compris en bio. Peut-être y a-t-il dans l'assistance des gens qui sont plus au courant, mais ça m'étonnerait que le bio puisse s'en affranchir, même si il a probablement des pratiques un peu moins intensives en la matière. Mais j'avoue ne pas être un spécialiste de cette question-là. Et comment agir? C'est vrai qu'en tant que consommateur, la meilleure façon de le faire, c'est de ne pas consommer de chair animale ou de faire en sorte de s'informer sur ce critères spécifiques, mais je ne suis pas sûr qu'il apparaisse sur les étiquettes de consommation ou sur les sites des fournisseurs par ailleurs. Peut-être que Jonathan le sait. En tout cas, je n'ai pas d'informations là-dessus, malheureusement. Est-ce que tu pourrais répondre aussi, Jean-Marc, à la question, selon vous, pourquoi le lien entre consommation de chair animale et pandémie est si peu évoqué auprès du grand public? Eh bien, c'est un mystère, mais c'est un mystère qui s'explique sans doute par, et je ne vais pas être complotiste, c'est absolument pas le propos, mais il y a des intérêts économiques qui sont surpuissants dans l'élevage, qui ont une proximité certaine avec un certain nombre d'acteurs politiques. On le voit quasiment toute l'année par les agissements de la FNSEA, par exemple, ou de l'Interbev. On sait les passerelles, on sait les connivences qu'il peut y avoir entre le milieu politique et ces formes d'agriculture et d'élevage. Donc, il y a des très gros enjeux politiques, électoraux, économiques, et on peut imaginer qu'effectivement, ça ne favorise pas la mise en avant de cette cause dont j'ai parlé et dont j'imagine vous êtes la plupart d'entre vous convaincus, de cette cause commune qui est la consommation de viande. Les enjeux sont tels qu'aujourd'hui, il y a une forme d'invisibilisation de la question pour préserver ses intérêts économiques. Donc, je crois qu'on est dans notre rôle à l'ABF, comme L214 l'est de son côté, comme d'autres le sont à leur niveau, PETA ou d'autres, lorsque l'évidence de ce lien peut être mise en avant. C'est absolument indispensable de le faire maintenant, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre d'intérêts qui s'associent pour ne pas le mentionner. Et c'est vrai que j'étais surpris de voir que certaines grandes ONG, et ça a été aussi le plaidoyer notamment pour ceux qui l'ont vu de Cowspiracy à l'époque, qui montrait que certaines grandes ONG environnementales ne faisaient pas non plus le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et l'élevage, alors qu'il est évident et qu'il est majeur. Eh bien, on a un peu le même phénomène aujourd'hui. On a des partis écolos, on a des ONG qui le disent du bout des lèvres, ne le mettent pas en exergue, l'invisibilisent elles aussi parce qu'elles ont probablement intérêt à le faire. J'entendais ce matin, c'est pas pour les stigmatiser, mais j'entendais la directrice générale du WWF dans une vidéo
Et pareil, ce matin, lorsqu'on parlait précisément, lorsqu'elle évoquait précisément cette question des zoonoses et de la problématique de la perte de biodiversité par rapport à l'émergence des pathogènes et des maladies infectieuses, je crois qu'elle n'a pas prononcé une seule fois le mot viande. Voilà, donc c'est quand même assez significatif. Ça en dit long, mais je n'ai pas toutes les réponses. Je pense que c'est un système globalement qui se préserve et qui évite que cette évidence soit révélée au plus grand nombre. Maintenant, en disant ça, ça fait un peu conspi, mais je pense que vous avez tous aussi conscience que là, on touche à des intérêts très forts et que culturellement aussi, c'est très difficile pour beaucoup de renoncer à cet élément patrimonial, culturel, familial. Il y a tout un tas de choses qu'il est si difficile de déconstruire dans les imaginaires respectifs. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, Isabelle, tu voulais aussi répondre à une question. Je te laisse faire. Oui, alors je peux répondre à la question concernant la comparaison entre la pollution de l'élevage et du transport. Alors, en ce qui concerne les gaz à effet de serre, puisque c'est le principal polluant qui est relatif au transport, par comparaison, pour l'élevage, le problème, c'est effectivement les gaz à effet de serre, mais aussi la déforestation, mais aussi la pollution de l'eau, etc. Donc, déjà, il faut différencier un petit peu les types d'impact de ces deux différents secteurs. Alors, le GIEC évalue la part du transport en termes d'émissions de gaz à effet de serre à 14% par rapport à d'autres secteurs. Ça, ce sont les émissions directes du secteur du transport, c'est-à-dire ce qui sort des pots d'échappement. Nous, on parle de 18% des émissions de gaz à effet de serre totales qui viennent de l'élevage, mais on prend en compte la globalité du cycle de production et de consommation de la viande et des produits animaux. Donc, ce ne sont pas deux chiffres comparables. C'est un peu rapide de dire que l'élevage pollue à hauteur de 18% et les transports à hauteur de 14%. Par contre, on peut dire que l'élevage émet globalement 18% des émissions de gaz à effet de serre, tandis que par comparaison, les transports émettent directement 14% des émissions de gaz à effet de serre. Mais les deux manières de calculer sont complètement différentes. Donc, ce n'est pas comparable en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, on a deux questions qui sont plutôt d'ordre médical. Et on a un médecin de la commission nutrition santé qui est avec nous ce soir normalement. Loïc, est-ce que tu es bien avec nous? Tu pourrais répondre à une question sur la B12 et tu pourrais répondre aussi à une question sur l'anémie quand on est végétarien. Alors, si tu es là, Loïc, ce serait très très bien que tu puisses répondre. Alors, vous m'entendez? Oui, est-ce que tu peux mettre ta caméra? Alors non, là, ça va pas être possible et je vais pas rester longtemps. J'étais sur le point de partir, mais je vais essayer de répondre rapidement. Alors, je lis les questions. Alors, sur l'anémie. Donc, j'ai une amie qui était très anémiée. Son médecin lui a dit que ce ne serait pas possible pour elle d'être végétarienne. Alors, l'anémie, déjà, il faut savoir que c'est la carence la plus fréquente dans le monde, en particulier par manque de fer, l'anémie par carence martiale. Et c'est en particulier chez la femme, mais ce n'est pas nécessairement l'alimentation. Quel que soit son type d'alimentation, on peut être sujet à une anémie par carence martiale. Ce qu'il faut, c'est avoir des apports en fer qui soient suffisants et en particulier, si on est végétarien, il faut y faire d'autant plus attention que les sources de fer d'origine végétale sont un petit peu moins bien absorbées que celles d'origine animale. Mais après, tout dépend de l'alimentation qu'elle a. C'est sûr que s'il y a une carence, l'alimentation seule ne pourra pas suffire. Il faudra une supplémentation en fer pour corriger la carence et après voir pour rééquilibrer l'alimentation. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible d'être végétarien et de ne pas être carencé en fer. Et puis, la question sur la B12, je vais essayer de la retrouver.
En fait, c'est C'est des des- questions qui demandent comment justifier que dans un régime végétal, il n'y a pas de B12, en gros. Comment justifier que la B12 n'est pas présente dans un régime végétalien? Euh, alors, en fait, à l'heure actuelle, on connaît des sources de B12 d'origine végétale, en particulier dans les algues. Le problème, c'est que ces sources sont, sont pas forcément fiables, les quantités sont variables, l'assimilation n'est pas toujours très bonne. C'est pour ça qu'on considère que ce n'est pas des sources fiables de vitamine B12 et qu'on préconise aux gens de se, de se supplémenter, en particulier pour les végétaliens qui consomment aucun produit d'origine animale. Euh, D'autant plus qu'on n'a identifié aucun risque à ne pas consommer de produits, à prendre des suppléments en vitamine B12. On n'a pas de surdosage connu en vitamine B12. Euh, et par contre, une carence peut être délétère. Donc, c'est un peu le principe de ne pas prendre de risques. Il y a des gens qui ne se supplémentent pas en B12 et qui semblent ne pas avoir de problème, mais là encore, c'est difficile de savoir individuellement ce qui se passe. En tout cas, dans les études, euh, il y a un manque de vitamine B12 pour les végétaliens, pour un grand nombre de végétariens également. Donc, c'est conseillé de prendre de la vitamine B12 pour tous ceux qui, qui consomment très peu de produits d'origine animale. Et il n'y a pas de risque à se supplémenter. Peut-être qu'un jour, on trouvera une source de B12 d'origine végétale qui soit fiable euh, dans les aliments. En particulier les algues, c'est un peu l'hypothèse, mais pour l'instant, prendre de la B12. Voilà. Est-ce que j'ai répondu aux questions? Écoute, je pense que c'est bien, Loïc. Merci beaucoup. Sarah, il y a une question sur les cantines scolaires. Est-ce que tu veux répondre à cette question? Quid des repas végétariens dans les écoles depuis novembre 2019? Y a-t-il une réelle volonté des municipalités? Oui, c'est bon, tout le monde m'entend? Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Oui, alors, depuis novembre 2019, en fait, il y a la loi Egalim qui impose à toutes les cantines scolaires en France de servir un menu végétarien par semaine au minimum. En fait, on peut en servir plus et c'est aussi encouragé de servir des menus même végétaliens ou un maximum végétalien. Euh, Cette loi, elle dure 2 ans. Enfin, en fait, c'est une expérimentation qui dure jusqu'en 2021. Et ensuite, évidemment, il y aura une évaluation de l'impact de cette loi pour voir si on peut la continuer plus longtemps. Est-ce qu'il y a une réelle volonté des municipalités d'appliquer cette loi? Alors en fait, oui, c'est-à-dire que la plupart des municipalités l'appliquent, parce que de toute façon c'est la loi. Après, il y a eu pas mal de manque d'informations de la part notamment des petites communes, enfin les maires par exemple n'étaient pas forcément au courant qu'il y avait cette loi, mais globalement elle est quand même appliquée. Et ensuite, nous, lors de la campagne pour les élections municipales, on a travaillé avec les candidats dans les 20 plus grandes villes de France et on a eu beaucoup de réponses positives concernant les repas végétariens dans les cantines, avec de nombreux candidats et maires actuels qui s'engageaient à même aller plus loin que cette loi, soit en proposant plus de menus végétariens en option, par semaine. Donc, au lieu de faire un jour, ils proposaient 2 ou 3 jours, par exemple. Et là, à ce moment-là, ce serait des menus pour tous. Ou alors, il y en a qui allaient même jusqu'à proposer une option quotidienne végétarienne. Donc, oui, il y a de plus en plus de volonté au niveau des municipalités. Après, c'est aussi au niveau du ministère de l'Agriculture, notamment, où il y a plus de difficultés, pas forcément une très bonne volonté, on va dire, mais bon, oui, en tout cas, la réponse est oui. Je ne sais pas si j'ai répondu. Je pense que tu as très bien répondu, Sarah. Alors, je propose qu'on réponde encore à une question et qu'ensuite on passe à peut-être un petit débat. Peut-être une question pour Jean-Marc. Véronique demande IFAW se prononce comment vers la viande? Donc, je pense qu'on se prononce comment sur la question de la viande? Si tu veux répondre, Jean-Marc. Oui, je pense qu'ils n'ont pas une position, un plaidoyer particulier sur cette question
je dirais, du véganisme ou en tout cas de la transition alimentaire vers un régime végétal, lien ou végétarien, parce que simplement, ce n'est pas leur objet. Eux, ils sont beaucoup dans la protection de la faune sauvage, la lutte contre les trafics notamment. Voilà, donc c'est la priorité de leur engagement. Mais ça illustre quand même, là aussi, une certaine timidité, en tout cas à mes yeux, de mettre en exergue finalement ce qui provoque, toujours pareil, hein, ces trafics, ces commerces illégaux, la chasse pour la viande de brousse. Ça a une raison. Hein. C'est alors bien sûr parfois la nécessité dans certains pays parce qu'il n'y a pas le choix, mais dans d'autres, c'est tout simplement le goût pour la viande. Voilà, c'est des choses dont on pourrait aujourd'hui se passer, on le sait, pas partout, mais dans beaucoup de pays, et qu'effectivement, il pourrait aussi encourager. Donc, s'ils étaient là, ils pourraient sans doute répondre, mais ce que je perçois en tout cas de leur communication sur ce sujet, c'est une grande timidité à mettre en avant cette problématique. Merci Jean-Marc. Alors, on a eu une question. Quelqu'un souhaite intervenir dans le débat sur le sujet la pertinence questionnable du végétarisme. C'est Pierre, et donc on propose à Pierre de remettre son micro et de venir partager avec nous ce qu'il a envie de partager. Bonjour, vous m'entendez? On t'entend. Donc oui, c'était pour faire une remarque par rapport au fait que vous évoquiez sur le même stade végétalisme, véganisme et végétarisme. Et je pense qu'il y a une grave erreur à ce niveau-là parce que, pour moi, le seul état alimentaire moral, c'est le véganisme. Tout simplement parce que le végétarisme est aussi spéciste, c'est-à-dire qu'il contribue à l'exploitation d'êtres sensibles pour des fins humaines. Donc, je pense que c'est une erreur aussi de trop parler des choses de manière anthropocentrée, donc par rapport à la santé humaine, alors que l'enjeu principal, c'est quand même des êtres sensibles qui souffrent et qui sont privés de liberté pour nous. Et pour faire une comparaison, parce que c'est peut-être assez dur, vu que c'est une cause assez nouvelle, l'antispécisme, etc., de comprendre ces enjeux. C'est comme si on disait par rapport à l'abolition de l'esclavage qu'on était contre parce que les bateaux polluaient ou que c'était mauvais pour notre santé mentale d'être raciste. Donc, alors que le problème principal, c'est l'éthique. Donc, pour moi, c'est vraiment crucial de recentrer là-dessus et de ne pas montrer ça comme un choix, mais comme un impératif moral, tout simplement. Parce que du coup, favoriser plus par rapport aux campagnes dans les municipales, etc., montrer que ce n'est pas simplement accessoire ou qu'on peut être végétarien ou vegan, ce serait peut-être mieux d'appuyer sur le végétalisme pour l'alimentaire et de faire une campagne globalement vegan. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre au nom de l'association. Alors, je ne sais pas si tu connais bien notre association. En fait, on est une association qui est vraiment autant que possible pour le véganisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les conseils qu'on va donner, par exemple pour cuisiner ou pour la santé, ce seront des conseils qui vont permettre d'être végane. Maintenant, on mène un travail, par exemple, comme on l'a dit, avec des entreprises, avec des municipalités, avec des responsables de cantines. Et en fait, nous, notre idéal, évidemment, ce serait qu'on arrête complètement d'exploiter les animaux, mais dans les faits, ce n'est pas toujours simple, en fait. Et on se rend compte que parfois, quand on met la barre un petit peu trop haut, en fait, on nous ferme la porte. Et on se rend compte, au contraire, que quand on travaille avec une entreprise, par exemple, pour l'aider à développer une gamme végétarienne, l'année suivante, on va pouvoir faire progresser cette entreprise vers le végétalisme. Donc, on est tout à fait d'accord avec ce qui est une position moralement juste. Et ensuite, il y a tout le travail stratégique pour faire avancer, pour faire avancer les choses. Alors, tu mentionnais le cas de l'esclavage. En fait, il y a eu des arguments économiques qui ont réduit la place de l'esclavage. On sait que, par exemple, la pêche à la baleine, elle a aussi été très, très limitée parce qu'on s'est mis à utiliser des lampes à pétrole. En fait, ce qui compte pour nous, ce n'est pas tant d'avoir des arguments qui sont les plus purs, c'est d'avoir du poids. Et on se rend compte, par exemple, que selon les populations auxquelles on s'adresse, en fait, il y a des arguments qui marchent mieux que d'autres. Par exemple, on sait, d'après des sondages aux États-Unis, que les jeunes vont être plus sensibles aux arguments éthiques. Donc, bravo à toi, par exemple. Et on sait que les personnes plus âgées vont être
plus sensibles aux arguments sur la santé. Voilà, par exemple, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas, âgées de plus de 50 ou 60 ans, qui vont changer d'alimentation parce que manger plus végétal, ce sera meilleur pour leur santé. Est-ce qu'on doit s'interdire d'avancer des arguments comme ceux-là, en sachant que c'est des arguments qui vont avoir du poids et en sachant que si toute la population française divise par 2 sa consommation de produits animaux, par exemple, ça aura un impact absolument énorme sur le sort des animaux, justement. Nous, notre choix, c'est vraiment de faire le choix de l'efficacité. Alors, c'est vrai qu'on entend souvent des gens qui nous disent, bah oui, il ne faudrait pas parler d'écologie, par exemple, parce que les animaux, ils ont une raison de vivre en eux-mêmes, ils ont une valeur. On n'a pas à vouloir voilà, parler d'autre chose que de parler du sort des animaux. J'ai envie de dire peu importe, il y a aussi beaucoup d'études qui montrent qu'on peut avoir une première motivation, par exemple pour le végétarisme, qui peut être par exemple la santé. Et une fois qu'on arrête de manger des animaux, eh bien on peut accepter beaucoup plus facilement l'idée que c'est moralement injustifiable, inacceptable de manger des animaux, et on peut ensuite être convaincu par les arguments éthiques. Ce n'est pas forcément les arguments éthiques qui sont là les premiers. Voilà, c'est vrai que c'est important d'avoir ce discours sur le fait que le végétarisme n'est pas un régime moralement cohérent. On est tout à fait d'accord là-dessus. Maintenant, ce qui compte, voilà, c'est de changer la société et de la changer le plus efficacement possible. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont arrivées, et sinon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient prendre la parole, peut-être sur tous les éléments qui ont été abordés ce soir, quelqu'un qui souhaiterait élargir le débat, apporter d'autres éléments. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Oui, ou manifestez-vous peut-être en levant la main. Je ne sais pas si vous savez le faire, mais c'est... alors, normalement... Alors, je ne sais même pas si j'arrive à le faire là tout de suite, mais peut-être qu'Élodie, tu te rappelles comment on fait. Comme ça peut nous permettre de voir qui veut participer. Oui, alors en fait, il faut que vous cliquiez sur participants en bas de l'écran et vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre avec la liste des participants et vous pouvez à ce moment-là lever la main. D'accord. Ouais. Enfin, j'espère que ça marche. Sinon, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat. Jean-Marc? Oui, non, je voulais juste saluer la maturité de Pierre là, qui est intervenu. Je ne sais pas quel est ton âge, mais c'était très limpide et très construit, ton argumentaire. Donc, félicitations. Je pense qu'on est pour la plupart assez convaincus de ce que tu dis ici. Après, les stratégies sont effectivement multiples pour y parvenir. Et dans tout combat et dans toute lutte, il n'y a pas une stratégie unique. Il faut au contraire avoir du respect pour la plupart d'entre elles si on veut aboutir à notre fin. Enfin, du moins, c'est ce que je pense, même si j'adhère totalement à la façon dont tu as abordé les choses. En revanche, je voudrais soulever une question qui ne cesse de m'interroger, j'ai déjà un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les écolos, en règle générale, et bien sûr, il y a beaucoup de distinctions à avoir derrière ce terme, mais on va dire l'écologie mainstream aujourd'hui, celle qui est installée, celle qui est portée par les partis en place, les plus visibles, elle est très réticente à intégrer cette dimension éthique dans son discours, et c'est assez étonnant. Et elle est prête à une très grande mauvaise foi pour justifier des pratiques qui rentrent sous couvert de l'exploitation, que ce soit la petite pêche, comme elle l'appelle, ou qui est défendue par Bloom, par exemple, ou l'élevage paysan qui serait paré de toutes les vertus. On a même ELV qui nous parle d'élevage éthique, ce qui n'en finit pas de me choquer. Mais il y a une tension de plus en plus forte, je crois, entre un mouvement écologiste qui peine à se réinventer sur cette question émergente et puis une impatience du mouvement animaliste qui, lui, pousse pour qu'effectivement, ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, cette dimension éthique soit prise en considération beaucoup plus et qu'on aille vers une abolition, on va dire, globale de l'exploitation, ce qui est vu comme quelque chose d'hérétique par les écolos. Voilà. Donc, je fais très court, mais je trouve qu'il y a un vrai sujet très important dont beaucoup de penseurs antispécistes se saisissent actuellement parce qu'ils considèrent qu'effectivement, il y a une espèce d'incohérence, y compris pour des raisons écolos, chez les écolos, à soutenir ces formes soi-disant plus vertueuses d'exploitation animale que sont la petite pêche ou le petit élevage paysan. Voilà.
C'était juste pour apporter un petit complément qui fera peut-être l'objet de futurs débats à l'AVF. On pourra peut-être programmer un débat sur la stratégie, ce serait peut-être une bonne idée. Comment changer le monde, comment arriver à un monde vegan. On avait pensé aussi à une conférence sur ce thème. D'ailleurs, ça me fait penser que si vous avez des sujets de conférences à nous suggérer dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Et il y a Jonathan qui a demandé la parole. Vas-y, Jonathan, tu peux mettre ton micro. Ouais, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais, Jean-Marc. Je pense pas qu'il faut sous-estimer comment dire, l'angle mort, en fait, que ça vienne des écolos ou de la population en général, en fait. Bien que l'AVF fournisse un travail conséquent, il y a quand même un sacré angle mort et beaucoup de gens, par exemple, se disent que sans produits animaux, il n'y a pas de protéines dans l'alimentation. Enfin, il y a toujours ce genre de choses qui perdurent. Et à mon avis, c'est bien plus puissant que l'action des lobbies qui n'arrêtent pas de nous rabâcher le crâne. Je pense que c'est des choses qui arrivent vraiment petit à petit dans la société. Les gens comprennent de plus en plus, mais le temps de l'intégrer et de le mettre en action, c'est compliqué. Et l'autre point par rapport aux écolos en fait, traditionnalistes qui voient l'élevage paysan comme du bon sens, en fait, moi, je pense qu'il y a un pont à créer avec ces paysans-là, justement, parce qu'on est des alliés objectifs dans le sens où, en fait, les études scientifiques, les unes après les autres, prouvent que c'est possible de faire de l'élevage paysan si on réduit à 80% de la consommation de produits animaux. Donc, objectivement, on voit que l'afflux de flexitarisme qu'on a connu ces derniers temps ne s'est pas traduit par une réduction massive de la consommation des produits animaux. Donc, on peut en douter, se demander vraiment si les gens sont capables de réduire conséquemment leur consommation. Et dans ce cas-là, en fait, on serait les alliés objectifs des petits paysans parce que les véganes seulement les véganes seraient susceptibles de rendre effectif et soutenable en fait ce petit élevage paysan, quoi. Donc en fait, pour une réduction massive de l'exploitation animale, il y a un vrai une sorte de coopération ou d'intérêt, quoi. Alors que bien sûr on n'est pas d'accord sur la finalité de l'exploitation, quoi. Mais si on veut une réduction massive, j'ai l'impression qu'on est des alliés objectifs, quoi. Voilà. Merci, Jonathan. Il y a quelques questions. Qu'est-ce qu'on dit aux pays en développement où la paysannerie et la pêche sont des métiers de survie? J'ai envie de dire qu'on peut commencer à balayer devant notre porte, en fait. Et dans tous les pays industrialisés, on a la possibilité de faire une transition vers d'autres filières. C'est quelque chose qui est complètement possible. En fait, la grande majorité des produits animaux, ils sont consommés dans les pays industrialisés. Et on peut déjà aller dans ce sens-là. C'est vrai qu'on n'a pas forcément une réponse à absolument toutes les questions, mais c'est important déjà de dire que si on peut faire 80% du boulot, il faut faire 80% du boulot. Et puis si après on a des éleveurs nomades sur les hauts plateaux et qu'on ne sait pas quelle réponse leur apporter, peut-être qu'on on pourra avancer petit à petit. Et de même, si on décidait déjà, donc ça répond aussi à une question qui vient ensuite, quelles sont les propositions de l'AVF pour aider les éleveurs? Alors, c'est pas forcément c'est pas forcément soutenir l'élevage, mais c'est justement, par exemple, encourager les nouveaux entrants dans les métiers de l'agriculture à s'engager dans d'autres professions. Donc, ça veut dire, par exemple, travailler avec les lycées agricoles pour d'autres formations. Ça veut dire que les aides à l'installation, elles aillent en priorité vers les productions végétales maraîchères ou les productions de légumineuses. Ça veut dire favoriser la reconversion. Donc, c'est vraiment des mesures fiscales, par exemple. C'est tout ce qui peut être fait dans le cadre de la politique agricole commune. C'est zéro subvention à des élevages industriels, à des fermes-usines, alors qu'actuellement, la plus grande partie des subventions de la politique agricole commune
va à des fermes très, très polluantes, concentrationnaires pour les animaux. Donc, c'est déjà un certain nombre de mesures de transition qui peuvent être mises en place assez facilement. Et si ça vous intéresse, sur le site politique de l'AVF, VG Politique, on a développé des propositions dans le cadre des élections européennes, puisque c'est vraiment voilà, au niveau européen qu'on peut beaucoup agir. Donc, est-ce que l'AVF peut accompagner les éleveurs dans leur reconversion? C'est encore une fois, hein, c'est tout un métier. Alors à l'AVF, on essaie de commencer à travailler sur l'agriculture végane. C'est aussi un sujet qui nous intéresse beaucoup. Donc, comment produire sans utiliser du tout d'intrants d'origine animale? On a envie de pouvoir fournir des outils, des informations, créer du réseau sur ces sujets-là. On espère qu'on va pouvoir avancer. Maintenant, aider les éleveurs à se reconvertir, c'est un énorme travail. Et c'est vrai qu'encore une fois, je redis ce que j'ai dit au début, on est une petite structure qui n'a pas des moyens énormes. Donc voilà, pour l'instant, on développe des propositions. C'est déjà quelque chose qu'on peut faire. Il y a Nat qui a levé la main. Si vous voulez mettre votre micro. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez. On vous voit. Ah, super. Bonjour à tous. Et moi, je voulais en fait dire aussi, alors attention parce que si vous mettez simplement en rapport avec la chambre d'agriculture de votre département, alors moi je suis dans le Morbihan, moi j'ai fait par curiosité pour entamer ce travail-là. Et bah, simplement, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'aide à la reconversion si un éleveur voulait devenir maraîcher. C'est très intéressant en fait. Alors, je ne sais pas si c'est au niveau national, si c'est partout pareil, mais là, il n'y avait pas d'aide. Et c'était certain. Et c'était vraiment un critère pour recevoir une aide. Il fallait absolument qu'il garde son élevage. Je ne pense pas que ce soit des associations AVF ou autres qui soient qui doivent en fait aider les éleveurs. Je pense que c'est plus un problème politique et je pense que les associations ont déjà fort à faire. Moi, ce que je voulais surtout revenir sur le fait que quelqu'un qui est végétarien, je suis végane, mais quelqu'un qui est végétarien, déjà, il faut le féliciter. Mais par contre, il ne faut pas exclure de lui amener une information. Après, moi, je suis militante L214, donc évidemment, on apporte une information. Après, la personne, elle en fait ce qu'elle veut. Mais il faut qu'elle ait cette information-là. C'est très important. Et comme au niveau des écolos, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où c'est qu'on n'argumente pas, on laisse planer, on accepte finalement cette histoire de la viande heureuse. Et ça, c'est hyper dangereux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et concernant Maître Abadi, qu'en pensez-vous? Pardon, j'ai pas entendu. On m'a appelé? J'ai entendu mon nom. Qui peut se manifester, s'il vous plaît? J'ai entendu mon nom. On a prononcé mon nom, non? Qui a parlé? Sarah, si tu peux. Ok. Alors, écoutez, il est 19h30, donc je pense qu'on va clôturer cette conférence. On vous remercie beaucoup. Encore une fois, si vous avez des suggestions pour de futures conférences, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les proposer dans le chat. Et c'est Sarah qui va avoir le mot de la fin et qui va vous annoncer les futures conférences dans notre programme en ligne. Oui. Bah, écoutez, déjà, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette conférence. On espère vraiment qu'elle vous ait plu et qu'on ait pu répondre à toutes vos questions. Merci Jean-Marc pour ta super présentation et merci à tous les membres de la commission écologie qui ont répondu aux questions. Effectivement, on a commencé ce cycle de conférences en ligne à cause du confinement, mais on entend le poursuivre parce que c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis plusieurs années, je crois, et puis ça a l'air de plutôt bien vous plaire. Donc la semaine prochaine, on va le 6 mai, mercredi à 20h. Oui, c'est ça, à 20h. De toute façon, il y aura toutes les informations dans l'agenda de l'AVF et puis sur Facebook. On a une conférence sur la santé des enfants qui sera animée par notre diététicienne nutritionniste, Perrine Bélanger. Voilà. Ensuite, on va avoir la semaine d'après une autre conférence avec la commission écologie, donc sur l'écologie et le végétarisme,
également. Et puis voilà, ce qu'on pense aussi faire si vous le souhaitez, donc ça ce sera éventuellement, vous pouvez nous le dire, c'est la semaine, donc dans 3 semaines, une autre conférence sur l'alimentation, plus généraliste sur l'alimentation végétarienne et végétalienne, animée par notre commission nutrition santé, donc des médecins généralistes, comme on l'a déjà fait la semaine d'avant, mais peut-être que voilà, ça peut être des thèmes un peu plus différents s'il y a quelque chose dont vous voudriez vraiment parler. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions de conférences, de thématiques de conférences, s'il y a des choses dont vous aimeriez bien, sur lesquelles vous aimeriez bien avoir des informations. Voilà, j'en profite juste avant de fermer cette conférence de vous rappeler que si vous voulez avoir plus d'informations sur notre association, je mets alors je crois que je l'ai mis à Elodie, pour fait. Je vous mets dans le chat là toutes les informations, comme je vous ai déjà mis au début. Donc voilà, pour recevoir nos informations, vous allez sur le site végétarisme.fr. Ensuite, si vous souhaitez vous abonner à la revue, il y a le lien que je vous ai mis là aussi. Et puis, voilà, tout ce qu'on fait là, c'est vraiment grâce à nos plus de 4000 adhérents, aux dons qu'on reçoit régulièrement. On ne pourrait pas faire tout ça sans vous, donc n'hésitez pas aussi à nous soutenir si vous pouvez. Même 5 € par mois, c'est déjà beaucoup. Voilà, écoutez, merci beaucoup à tous. Et puis, je vais vous inviter à fermer cette conférence. Merci.